Fais gaffe à ce que tu crois. En 1988, alors qu'elle suivait une thérapie, la journaliste féministe Meredith Maran a réalisé un truc énorme. Petite, elle avait été abusée sexuellement par son père. Le choc. Il s'agissait d'un souvenir refoulé, demeuré dans son inconscient une bonne partie de sa vie d'adulte. À l'âge de 37 ans, elle a affronté son père et tout raconté à sa famille. La nouvelle a stupéfié tous ses proches. Son père a aussitôt nié avoir commis un tel crime. Certains parents ont pris son parti, d'autres celui de son père. L'arbre généalogique s'en est retrouvé coupé en deux. Et la douleur prégnante qui caractérisait depuis toujours, même avant les accusations, la relation de Meredith avec son père s'est propagée comme la peste, divisant toute la tribu. Et puis, en 1996, Meredith a réalisé un autre truc. Énormissime, celui-là. Son père ne l'avait pas abusée sexuellement. Je sais, oups. Elle avait fabriqué de toutes pièces le souvenir traumatique avec le concours d'un thérapeute bien intentionné. Rongée par la culpabilité, elle a passé les dernières années de la vie de son père à essayer de se réconcilier avec lui comme avec d'autres du cercle familial, multipliant les excuses et les justifications. Mais c'était trop tard. Son père est décédé et sa famille n'a plus jamais été la même. Meredith est loin d'être la seule dans ce cas. Comme elle l'a raconté dans son autobiographie « My Lie, a True Story of False Memory ». Dans les années 1980, de nombreuses femmes ont accusé des hommes de leur famille d'abus sexuels pour finir par faire volte-face et se rétracter des années plus tard. Dans le même registre, un paquet de gens dénonçaient à la même époque des cultes sataniques au cours desquels des enfants auraient été abusés. Mais en dépit de multiples investigations dans des dizaines de villes, la police n'a jamais pu mettre la main sur la moindre preuve. Pourquoi des gens se mettent-ils du jour au lendemain à produire des souvenirs d'abus sexuels au sein des familles, à situer de telles agressions dans le cadre de pratiques sectaires? Et pourquoi tout ça dans les années 1980 ? Je suppose que tu as déjà joué au téléphone arabe quand tu étais môme. Tu dis un truc à l'oreille de ton voisin et ton voisin le répète à l'oreille de son autre voisin, et ainsi de suite, ça te revient ? Mais ce que la dernière personne entend n'a plus rien à voir avec le message initial. C'est à peu près comme ça que fonctionnent nos souvenirs. On fait une expérience. Quelques jours après, on se la remémore un peu différemment, comme si elle nous avait été chuchotée et qu'on n'avait pas bien capté. Puis on en parle à quelqu'un et alors il nous fait combler les quelques trous. Les fioritures sont les bienvenues, histoire que tout le tienne debout. Et puis on finit par croire soi-même à ces enjolivements bouche-trous. Alors on les intègre au récit à la fois suivante. Mais on les raconte un peu de traviole car ils ne correspondent pas à la réalité. Et un an plus tard, on est bourré en ressortant l'anecdote et on embellit encore un peu au passage. C'est vrai, au final, plus du tiers est inventé. Mais quand on n'est plus bourré la semaine suivante, difficile d'admettre qu'on a pipoté. Alors on se rabat sur la version revue et augmentée en mode bonne cuite. 5 ans plus tard, l'histoire en question, plus vraie que vraie, je te jure sur la tête de ma mère, est au plus à moitié vraie. On fait tout ça, toi, moi. En toute bonne foi et avec les meilleures intentions, on s'auto-induit en erreur en permanence et on induit les autres en erreur. Pourquoi ? Parce que notre cerveau est conçu pour être efficace, pas pour être exact. Notre mémoire est faillible, au point que les déclarations des témoins oculaires lors des procès sont reçues avec la plus grande circonspection. C'est que notre cerveau fonctionne avec des partis pris très ancrés. Comment est-ce possible ? Eh bien, le cerveau s'efforce à chaque instant de piger les situations en fonction des représentations acquises et de ce qu'on a expérimenté. Chaque nouvelle info est ainsi évaluée au prisme des valeurs déjà adoptées et des conclusions tirées antérieurement. Résultat, notre cerveau est toujours sous l'influence de ce qu'on croit être vrai à ce moment-là. Par exemple, si tu t'entends super bien avec ta sœur, tu vas interpréter positivement la plupart de tes souvenirs en sa compagnie. Si en revanche votre relation en vient à se dégrader, tu développeras une toute autre perception des souvenirs, les reconfigurant à la mesure de ton ressentiment du moment. Le gentil cadeau qu'elle t'a offert à Noël, voilà qu'il s'agit d'un geste condescendant. Et la fois où elle n'a pas pensé à t'inviter dans sa maison au bord du lac, c'est l'illustration de sa négligence à ton égard. L'histoire d'abus sexuels bidons de Meredith se comprend mieux à la lumière de son parcours psycho-affectif.
Meredith entretenait avec son père une relation tendue et empreinte de malaise. Par ailleurs, elle avait enchaîné les relations masculines, dont un mariage raté. Donc déjà, le terrain en matière de relations très rapprochées avec les hommes n'était pas des plus favorables. Puis, au début des années 1980, elle est devenue une féministe radicale. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à mener l'enquête concernant les sévices sexuels infligés aux enfants. Épouvantée par les faits mis au jour dans le cadre de ses investigations, elle a suivi des victimes, essentiellement des fillettes, pendant des années. Elle a également pointé un certain nombre d'études erronées dans leurs conclusions, publiées à l'époque en faisant autorité des études qui, ainsi qu'établies ultérieurement, surestimaient largement la fréquence de tels sévices. La plus célèbre d'entre elles affirmant qu'un tiers des femmes adultes avaient été victimes d'abus sexuels de leur enfance, une estimation revue à la baisse depuis. Pour couronner le tout, elle est tombée amoureuse d'une femme avec laquelle elle a entamé une liaison. Une femme qui avait subi l'inceste. Et Meredith a développé une relation toxique de codépendance avec sa partenaire. Tandis qu'elle cherchait à la sauver à tout prix des traumatismes de son passé, sa compagne, elle, instrumentalisait ce passé pour soutirer l'affection d'une Meredith culpabilisée. Plus d'infos là-dessus sur les limites du système au chapitre 8. Parallèlement, la relation avec son père n'avait cessé de se détériorer. Il n'était pas particulièrement ravi de voir sa fille engagée dans une relation lesbienne. Et Meredith s'est lancée dans une interminable série de psychothérapies. Des thérapeutes successifs, eux-mêmes conditionnés, prétendaient que son malheur ne pouvait avoir pour seule origine son boulot hyper stressant et des relations amoureuses et sexuelles compliquées. Il devait y avoir autre chose, quelque chose d'enfoui. À l'époque, une nouvelle forme de traitement, la thérapie des souvenirs refoulés, commençait à exploser. Le thérapeute y mettait le patient dans un état proche de la transe censé favoriser le repêchage des souvenirs oubliés de l'enfance, à revivre dans la foulée. Si les souvenirs ainsi remontés étaient le plus souvent insignifiants, l'idée était bien de raviver d'éventuels traumatismes. Tu vois le tableau, une pauvre Meredith en souffrance, immergée dans ses recherches autour de l'inceste et des violences sexuelles sur enfants, dans un conflit latent avec son père, ayant cumulé les échecs sentimentaux avec les mecs, et la seule personne qui semble la comprendre ou l'aimer est autre qu'une nana précédemment victime d'inceste. Le compte est bon, non ? Ah. Et puis j'oubliais, un jour sur deux, elle s'allonge sur le divan et sanglote devant un psy, et met la pression pour que lui revienne la mémoire un truc dont elle ne peut pas se souvenir. Voilà, tu as la recette aux petits oignons du souvenir induit d'un abus sexuel qui n'a jamais eu lieu. Notre esprit traite les situations vécues de manière à ce qu'elles cadrent avec l'ensemble des expériences précédentes, avec nos sentiments et certitudes. Alors, lorsque nous rencontrons des situations qui viennent contredire tout ce qu'on tenait pour vrai quant à notre passé, il génère des souvenirs fictifs pour rétablir la cohérence. Comme je l'ai déjà dit, l'histoire de Meredith n'est pas unique. Dans les années 1980-1990, des centaines d'individus ont été accusés à tort de violences sexuelles dans des circonstances similaires. Et beaucoup d'entre eux ont fait de la tôle pour ça. Entre les gens pas satisfaits de leur vie qui se sont rués sur l'opportunité servie par les psys de se poser en victime et l'appétence médiatique pour le sensationnel, les révélations d'abus supposés ont vite tourné à l'épidémie baptisée syndrome des faux souvenirs. Des milliers de psychothérapeutes ont été poursuivis pendant leur autorisation d'exercer et la thérapie des souvenirs refoulés a été remisée. Les travaux de recherche n'ont depuis fait que confirmer la mère leçon de cette période. Éminemment malléables sont nos conceptions, peu dignes de confiance sont nos souvenirs. Un peu partout, on t'abreuve de « fais-toi confiance »,« vas-y au feeling »,« fais comme tu le sens » et autres formules toutes faites pour rajouter une couche de pommade. Je préconise au contraire de se faire moins confiance, car après tout, si nos cœurs et nos esprits sont si peu fiables, n'est-il pas plus pertinent d'interroger davantage nos intentions et nos motivations ? Et puisqu'on se plante tous, perpétuellement, la voie la plus raisonnable pour progresser ne serait-elle pas la pratique du doute, de la mise en question systématique de nos convictions et de nos hypothèses ? Une telle démarche autocritique peut apparaître autodestructrice. Je pense qu'il s'agit au contraire d'une option libératrice.